BFM Business présente La France au défi. Thomas Asportas. Bonsoir à tous, bonsoir, très heureux de vous retrouver dans La France au défi, la nouvelle émission d'intérêt général de BFM Business. Le principe est simple, on est là pendant 1 heure pour faire dialoguer des entrepreneurs et des responsables politiques pour qu'ensemble, ils fassent avancer les entreprises de ces entrepreneurs, mais aussi et surtout pour faire avancer le pays. Parce qu'on est convaincu d'une chose sur BFM Business, c'est que l'économie et la politique doivent mieux bosser ensemble, mieux se parler et mieux se comprendre. Et c'est exactement ce qu'on va faire ici, dans cette émission, tous les mois, dans La France au défi. Et on accueille ce soir Sylvain Maillard. Bonsoir Sylvain Maillard. Bonsoir. Merci d'être avec nous, merci d'être l'invité ce soir de La France au défi. Vous êtes le président du groupe Renaissance à l'Assemblée nationale. Vous êtes élu de Paris depuis 2017. Vous êtes aussi chef d'entreprise, puisqu'en 2001, vous avez créé la société Allentis Technologies. Si je ne dis pas de bêtises, vous êtes dans la distribution de composants électroniques. Exactement. Donc, on espère tous ce soir que vous n'avez pas oublié vos origines entrepreneuriales. Merci en tout cas d'être là ce soir. On va accueillir dans un instant nos entrepreneurs. Vous allez voir, ils vont être nombreux ce soir. Mais on va d'abord donner la parole à quelqu'un que vous connaissez bien sur BFM Business. Il s'agit de Léonidas Kalogeropoulos. Bonsoir Léonidas. Bonsoir. Merci de nous accompagner dans cette nouvelle émission de La France au défi. Vous êtes le fondateur de la plateforme Les Entrepreneurs pour la République. On l'a dit Léonidas, tous les entrepreneurs, ils sont nombreux derrière vous. Ils ont plein d'idées, plein d'envies pour faire grandir le pays, plein de solutions. Qu'est-ce que vous attendez de notre invité Sylvain Maillard pour qu'il aide justement ces entrepreneurs à grandir? Bonsoir Sylvain Maillard. Bonsoir. Et vraiment merci d'avoir accepté cette invitation, que ce soit dans le domaine de la dépendance, de la méthanisation, de la sécurité, de l'éducation, des infrastructures, du travail des seniors. Les entrepreneurs qui sont ici, tous ceux, il y a plus de 500 entrepreneurs sur la plateforme Entrepreneurs pour la République, ils ont des solutions à apporter. Et ce qu'ils aimeraient, ce n'est pas un droit à manifester, pas un droit à râler, pas un droit... Ils veulent pouvoir déployer leurs solutions parce qu'ils pensent que c'est bon pour le pays. Et puis, ils ont face à eux des représentants de l'intérêt général qui sont des législateurs. Vous êtes législateurs. Et donc, souvent, quand on se pose un problème d'un problème collectif, on se dit on va le donner au législateur qui fait des lois. Et là, le défi que l'on voudrait relever ce soir, c'est est-ce qu'entre la nation qui agit, les entrepreneurs, et les représentants de la nation, les 577 députés que vous représentez ce soir, il n'y a pas une nouvelle manière de travailler, autrement qu'en faisant tout le temps des lois, parce qu'on coule un peu peut-être sous les lois, pour que l'on ait des vraies solutions de terrain qui puissent se déployer. Et vous le savez, hein, les solutions de terrain, les gens qui prennent des problèmes pour les résoudre, c'est des entrepreneurs, ils prennent en main un problème. Et c'est ce que vous allez avoir devant vous ce soir pour dialoguer en direct avec eux. C'est très clair, Léonidas. Merci beaucoup. On vous retrouve en fin d'émission pour débriefer. Prêt à relever le défi? Le décor est planté, c'est bon? Avec grand plaisir. Je trouve que c'est une très bonne idée. Et voilà, moi, je reste un entrepreneur. J'ai la fibre de l'entrepreneuriat. Je continue à être entrepreneur. Et pour moi, c'est important d'entendre ce qu'ils ont à dire, partager et de voir ce qu'on peut faire. On commence tout de suite. On est là pour ça, justement, pour avancer ensemble. On y va, on accueille notre premier entrepreneur ce soir dans La France au défi. C'est Dominique Brogy. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous dans La France au défi. Vous êtes la fondatrice de Mon Shérif, une solution connectée anti-agression. Expliquez-nous. Oui. Je vous rappelle les règles du jeu pour vous et pour les autres entrepreneurs. En gros, vous avez 2 minutes pour nous expliquer ce que vous faites. Quel est l'intérêt? Qu'est-ce que ça changerait pour le pays si on passait à l'échelle et qu'est-ce qui vous empêche justement de grandir? Très bien. Bonsoir Monsieur Maillard. Bonsoir Ravi de vous rencontrer. Donc moi je suis l'inventeur d'un petit bouton qui se décline soit en bouton, qui se porte sur soi de façon non visible, soit dans un bijou. J'ai inventé ça, ça va faire 8 ans. Et en fait ce bouton sécurise et protège toute personne qui pour des raisons médicales, des raisons professionnelles ou des raisons personnelles sont cibles ou victimes de violences. Vous avez mis en exergue, en cause nationale, le problème des victimes de violences, enfin, de problème des violences intrafamiliales. C'est en plein mon cœur de sujet. Je fais aussi d'autres choses avec ce bouton. Et c'est particulièrement sur ce sujet où aujourd'hui je m'adresse à vous pour essayer de débloquer une situation. Lorsque vous me demandez ce que fait le bouton, en fait, c'est une télécommande qui, par l'intermédiaire d'une application, va pouvoir déclencher des actions, prévenir que je suis en danger, soit pour essayer de débrancher une situation avant qu'elle ne dégénère, ou bien appeler au secours. Je vais mobiliser des gens par un appel téléphonique, par un email, par un SMS également, qui va non seulement donner ma position, mais qui peut aussi dire des choses qu'on ne peut pas faire aujourd'hui avec de la géolocalisation traditionnelle, à quel étage je me trouve et dans quel bureau. Mais je fais aussi de la captation de preuves. Enfin, l'application va aussi me donner
tous les points d'urgence auxquels je peux me rendre, tels que la gendarmerie, la police ou bien les hôpitaux si vraiment j'ai un problème. Donc c'est une solution qui est connue dans cet environnement des violences intrafamiliales. Donc pour vous dire, quand on a sorti cette solution, vous me demandez les atouts de la solution. Vous savez qu'aujourd'hui, par exemple, il existe le bracelet anti-rapprochement ou bien le téléphone grave danger, dont on a beaucoup parlé ce week-end. La grande différence, si je peux m'exprimer en chef d'entreprise, c'est que ces deux outils-là, ce sont des outils qui sont remis comme en CDD. Ils sont remis parce qu'une personne est sous procédure pour un temps X et elle doit les rendre. Le bouton Mon Shérif, d'abord, ce n'est pas du tout le même coût. Et en plus, c'est remis en CDI. La personne peut l'obtenir à n'importe quel moment et le garder tout le temps dont elle en a besoin. L'autre grand point qui est important, quand on parle par exemple des situations de féminicide, il faut sortir des clichés. Les personnes qui sont victimes de féminicide, 50% d'entre elles, ce sont simplement des femmes qui sont en situation de séparation. Donc non connues aussi bien des associations d'aide aux victimes que de la justice. Donc on voit bien l'intérêt de ce que vous faites. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que vous attendez de Sylvain Maillard? Qu'est-ce qui vous empêche de développer ce que vous faites à grande échelle? Parce qu'on a tous bien compris qu'effectivement, c'était très utile. Alors, l'État, en fait, m'empêche d'aller plus loin, puisque l'État refuse tout conventionnement avec une entreprise privée. Et pourtant, nous avons des témoignages d'autorités qui sont indiscutables. Par exemple, moi, j'ai des témoignages de procureurs qui disent « Je confirme, expérimenté avec succès, efficacité de ce dispositif qui complète utilement le panel des outils de protection sans les concurrencer. » J'en ai un autre d'une autre autorité qui dit « Belle satisfaction, le dispositif a encore bien fonctionné, cliente sécurisée et auteur en garde à vue. » Je pourrais vous en dire beaucoup, ça fait 8 ans que j'existe, ça fait 6 ans que j'œuvre dans ce domaine. Donc, le gros problème que nous avons, c'est qu'en fait, il y a c'est inadapté aujourd'hui. Le code de la commande publique est déjà inadapté quand on est un entrepreneur, parce que par définition, on n'a pas de concurrent. Donc c'est compliqué. Ensuite, l'autre chose, c'est que l'État est tellement hostile au monde de l'entreprise, c'est qu'il nous qualifie en disant « Mais non, on ne peut pas subventionner avec vous, on ne peut pas conventionner, puisque déjà, de facto, vous êtes une entreprise donc à but lucratif. » Moi, déjà, je m'insurge en faux, parce que je peux vous garantir qu'aujourd'hui, la majorité des entrepreneurs, on essaye déjà de faire vivre notre entreprise et d'avoir un salaire, mais on est très souvent des entreprises à mission. Et très souvent, on raisonne en disant « mais qu'est-ce qu'on peut faire pour notre pays ?» Et donc, on met tout ce qu'on peut sur la table pour essayer d'œuvrer et de vous amener des solutions. On n'est pas beaucoup à être une entreprise à but lucratif. Et ensuite, l'autre chose qui est très interpellante, c'est qu'on nous parle de distorsion de la concurrence. Or, la distorsion de la concurrence, elle n'est pas en faveur de l'entreprise. Elle est complètement dans l'autre sens, puisqu'en refusant de conventionner avec des entreprises, l'État qui va prendre finalement un cap va abreuver et abonder dans ce cap et va créer une concurrence qui va nous être à nous extrêmement pénalisante. Alors, Sylvain Maillard, merci beaucoup pour la présentation de tout ça. C'est très clair. On a bien compris à la fois ce que vous faites et qu'est-ce qui vous empêche d'avancer. Qu'est-ce que vous avez à répondre, Sylvain Maillard? Alors moi, d'abord... C'est un gros mot, l'entreprise? Non, c'est pas moi qui vais vous dire ça, mais d'abord, moi, je ne suis pas là pour dire ça, c'est une bonne solution, une mauvaise solution d'un point de vue technique, d'un point de vue coût financier. Moi, je ne suis pas ici pour le dire et je suis un entrepreneur. Je sais qu'il y a on vit, quand on est entrepreneur, on est persuadé que ce qu'on porte est toujours le mieux, étant mieux, c'est ça notre but. Et donc, je ne suis pas là pour juger si c'est bien ou pas bien. Par contre, le point qui m'importe et que je vais essayer de développer, c'est quels sont les freins qu'on peut lever pour que vous puissiez être en concurrence, puissiez être à armes égales avec l'ensemble des autres acteurs face à la commande publique. Donc, vous avez parlé de la commande publique tout à l'heure. C'est vrai que la commande publique, elle est organisée justement pour qu'il y ait des critères objectifs pour qu'on puisse choisir et qu'on ne puisse pas se retourner vers le décideur en disant vous avez choisi un tel parce que vous le connaissez, parce que ça protège en réalité le décideur. Donc le problème, c'est que c'était extrêmement lourd, extrêmement contraignant, y compris pour celui qui doit passer la commande pour l'État, pour les collectivités locales. Donc là, le travail qui est en train d'être fait à l'heure actuelle, c'est comment on fait pour être beaucoup plus rapide. Vous l'avez dit très vite, mais c'est un point important. Tous les nouveaux marchés, en fait, ne sont pas normalisés dans la commande publique. Donc, y compris si vous avez envie de l'acheter en tant qu'acheteur public, vous ne pouvez pas le faire parce que ça ne rentre pas dans les codes des marchés publics. Donc ça, là-dessus, il faut qu'on accélère. Je sais qu'il y a un travail à Bercy dessus, d'être beaucoup plus réactif. Ça, c'est un point sur lequel, en tant que législateur, je ne peux pas faire quelque chose, je vous le dis. Par contre, je sais que dans les services de Bercy, ils sont en train de travailler pour améliorer la commande publique. Sur le choix, moi, j'entends dire, et je l'ai entendu régulièrement, que c'est un gros mot d'être une entreprise par rapport à l'État. Moi, je vous le dis, c'est pas possible, c'est pas vrai.
Pourquoi je suis une convaincue. Non, mais je préfère le redire. C'est l'expérience de madame. Évidemment que l'État ou les collectivités qui ont la libre administration, hein, donc les mairies, les départements, les régions, n'ont aucune interdiction de travailler avec des entreprises. Ils travaillent beaucoup avec des entreprises. Il y a beaucoup de secteurs où ce sont les entreprises qui font. Mais vous, ce que vous attendez, c'est un coup de pouce du ministère, en fait, c'est ça ? Je travaille énormément avec les collectivités, je travaille énormément avec des présidents de région. C'est les ministères le problème. Ouais. Ce sont les ministères. Et on a une véritable hostilité de la part des ministères. Et ce qui est très important de comprendre, c'est que nous, lorsqu'on amène une solution qui est complémentaire, tout à l'heure, vous parliez du Code de la commande publique 1, on n'a pas forcément des concurrents. Donc, il existe aujourd'hui 2 petits articles qui vont limiter et qui font que, justement, les collectivités territoriales vont pouvoir travailler avec nous parce que, dans la limite d'un certain montant, ils vont pouvoir nous donner un marché. Donc, en fait, moi, il y a déjà des pistes qui seraient très simples. C'est une commission d'éthique pour déjà s'assurer qu'on fait des choses qui sont tout à fait recevables et correctes et qui rendent vraiment service. Et ensuite, de regarder effectivement si l'entreprise est là pour faire beaucoup d'argent ou si elle participe à un effort national et vraiment agir au niveau des ministères. Parce que nous, aujourd'hui, on est dans une situation... Je travaille avec les maisons de protection, les maisons de protection des familles de la Gendarmerie nationale. La Gendarmerie nationale, c'est le ministère de l'Intérieur, c'est un corps d'État. Ils font partie de mes premiers soutiens. Et ce sont eux qui me regardent en me disant « On est tellement désolé, on n'arrive pas à avoir tes boutons ». En 30 secondes, Sylvain Maillard, vous pouvez faire quelque chose là-dessus ? Oui, en fait, c'est très clair. Moi, je n'accepte pas la situation et je ne la comprends pas en réalité. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on va faire un rendez-vous ensemble, on va se voir après. Et je vais vous emmener directement au ministère de l'Intérieur ou au ministère de la Justice et qu'on va y aller ensemble et je voudrais qu'ils m'expliquent pourquoi c'est bloqué. Voilà, très simple. Bon. Il faut que je comprenne qu'il n'y a rien qui est écrit qui vous empêche de pouvoir travailler, de pouvoir déployer vos solutions. Il n'y a aucun texte. Donc là-dessus, très concrètement, je vous propose qu'on y aille ensemble. Je vous en remercie infiniment. Et ben voilà, et en plus on tient les timings à la seconde près. Un entrepreneur, une solution. C'est parfait, l'émission démarre très bien. Merci Dominique Brogy. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Et on accueille déjà notre deuxième entrepreneur ce soir dans La France au défi. Il s'agit de Jean-Baptiste Achard. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir dans La France au défi. Vous êtes le cofondateur de StaffMe, une plateforme de mise en relation entre des travailleurs, des jeunes essentiellement, et des entreprises. Sylvain Maillard est tout à vous, il vous écoute. Super. Du coup, oui, je suis le cofondateur de StaffMe. StaffMe, qu'est-ce que c'est ? C'est une application qui met en relation des jeunes, principalement des étudiants, avec des entreprises pour réaliser des missions ponctuelles. L'idée, c'est vraiment d'offrir une nouvelle expérience de travail, à la fois pour les entreprises qui ont recours à ces jeunes, et aussi pour ces jeunes, pour leur permettre de travailler très facilement. Si on prend un exemple très concret, vous êtes un restaurateur, il y a un match de Ligue des Champions, vous allez avoir une affluence qui va augmenter dans votre bar, et donc vous avez besoin d'un serveur à la dernière minute parce que vous n'avez pas rappelé que c'était la Ligue des Champions ce soir. Et donc vous allez aller sur l'application, vous allez poster une mission et vous allez être mis en relation quasi immédiatement avec un étudiant qui a quelques heures à accorder et qui souhaite avoir un complément de revenu. Donc vraiment une solution extrêmement simple et qui concrètement aujourd'hui est utilisée par près de 6000 étudiants par mois avec près de 1500 entreprises. Donc quelque chose qui fonctionne très bien autour de 2 statuts, principalement le statut d'auto-entrepreneur. Donc ces jeunes sont majoritairement auto-entrepreneurs et aussi un petit peu avec une activité d'intérim. Donc on se dit que dans n'importe quel pays, une solution... On a l'impression que tout va bien là, c'est quoi votre problème ? Qu'est-ce que vous demandez à Sylvain Maillard ? On se dit que tout fonctionnerait bien et que cette solution serait portée par les pouvoirs publics. Mais pas en France. Ce qu'on constate aujourd'hui, c'est qu'au-delà évidemment des dizaines de procès que nous pouvons avoir, des acteurs traditionnels qui voient d'un mauvais œil une nouvelle concurrence apparaître, nous avons aussi une opposition des pouvoirs publics qui très concrètement se manifeste par des visites d'inspecteurs du travail dans les entreprises qui nous utilisent pour leur déconseiller d'utiliser l'application, ou alors des perquisitions, enfin voilà, des choses de ce type qui en fait décourage évidemment à l'utilisation de l'application. Pourquoi vous avez ces perquisitions ? Pourquoi vous avez cette Parce que c'est une plateforme d'auto-entrepreneuriat et donc il y a des doutes sur en tout cas certaines personnes contestent la réalité de la qualité d'auto-entrepreneur de ces étudiants. D'accord. Ce qu'on voit, c'est qu'on a vraiment l'impression, et pour reprendre le mot de François Asselin que je trouvais excellent, qui disait en fait on a l'impression d'être un peu des risques-tout enquiquinés toute la journée par des risques-rien. Et je pense que c'est une situation que beaucoup de personnes et beaucoup de patrons de PME partagent. Et pourtant, si on regarde un peu plus loin, ce qu'on constate, c'est que juste à côté de chez nous, et je vais vous parler d'un petit pays, mais qui néanmoins est un pays d'entrepreneurs, la Belgique, des solutions existent.
Et je voudrais parler notamment d'un contrat qui s'appelle le contrat, en 20 secondes. Le FlexiJob, en 20 secondes, qui est un contrat qui a été créé par les Belges en 2015 pour les secteurs en tension, pour 3 catégories de personnes qui sont les retraités, les personnes qui ont un emploi à temps plein et les étudiants. L'idée, c'est de créer un contrat qui permette d'avoir un complément de revenu. Et en vérité, qui ne souhaite pas qu'un étudiant puisse se professionnaliser, avoir un complément de revenu, qui ne souhaite pas qu'un retraité puisse aussi avoir un complément de revenu pour venir compléter sa retraite, pour rester en activité. C'est quelque chose qu'on partage tous. Vous voulez le plein emploi avec le gouvernement, c'est d'un de vos chevaux de bataille. C'est votre solution. C'est aussi le nôtre et c'est pour ça que j'aimerais Sylvain Maillard, avoir des solutions sur ce sujet. En 2 minutes, en réalité, on peut déjà travailler quand on est à la retraite, on peut continuer à travailler dessus. Il faut regarder les détails de ce que vous dites, on peut toujours améliorer. Moi, je suis toujours plutôt pour la simplification. Quand on crée un contrat supplémentaire, on crée une complexité supplémentaire, mais sur le principe, je suis d'accord avec vous. Nous, ce qu'on porte comme réforme, ce qu'on a porté, d'ailleurs, ce n'est pas forcément très populaire, c'est de dire qu'il faut travailler plus, il faut collectivement travailler plus parce qu'on doit payer un système social qui coûte de l'argent et donc on a besoin de travailler plus. Donc nous, évidemment, on veut accompagner, on veut un taux d'emploi à 80%, comme nos voisins allemands, on est à 73%, donc il faut qu'on travaille plus et de faire en sorte que tous ceux qui ont envie de travailler, les aider là-dessus. Il y a un point très précis sur lequel vous dites j'ai des contrôles immédiatement, contrôle peut-être URSSAF, des contrôles du fisc, parce que probablement des concurrents en tout cas des secteurs, sont contre votre façon de faire. Juste la réflexion, c'est que certains payent des cotisations et d'autres non. C'est-à-dire que pour le même travail, il y a une cotisation payée, cotisation patronale, cotisation salariée pour tout simplement pour nous, notre garantie, notre système social, et puis d'autres qui payent très peu ou pas du tout. Et au fond, ça pourrait être une concurrence disproportionnée. Moi, je vais dire une chose très simple. Je pense qu'il faut accompagner tous ceux qui veulent travailler et leur trouver la forme de travail qui leur correspond. Donc là-dessus, je suis d'accord pleinement avec vous. Il faut que ce soit juste dans un équilibre. C'est-à-dire qu'on a besoin à un moment de faire rentrer aussi des cotisations. Je vous le dis, je me mets à la place. Ce n'est pas tout à fait des organismes collecteurs, mais à un moment, si on veut avoir des retraites... Mais il y a des cotisations dans le système. Les auto-entrepreneurs cotisent. C'est d'ailleurs un truc qu'on entend beaucoup sur les plateaux de télé. Les auto-entrepreneurs ne cotisent pas. Non, c'est faux. Je suis d'accord, mais je vous assure, quand vous êtes auto-entrepreneur, que vous arriverez à la retraite, vous verrez le niveau des retraites que vous avez. Et vous avez évidemment des cotisations très différentes. D'ailleurs, comme les chefs d'entreprise qui ne sont pas salariés savent très bien, quand ils arrivent à la retraite, ils ont des niveaux de retraite qui ne correspondent absolument pas à parfois même leurs salariés, et donc on cotise moins. Nous, ce que l'on souhaite, et encore une fois, moi je veux que les gens travaillent plus en fonction de ce qui leur plaît, les accompagner tout au long de la vie, et qu'ils changent de métier en fonction de ce qu'ils veulent, et on les accompagne en formation. La seule chose, c'est de trouver le bon équilibre entre le maintenant, c'est-à-dire que je travaille, je gagne de l'argent, et l'après, parce qu'en réalité, on sera collectivement responsable de l'après. Et il faut qu'on s'assure qu'à la retraite, entre autres, on est des citoyens français qui ont les moyens de vivre derrière et qui ne soient pas obligés de vivre des minimums sociaux au moment de la retraite. Mais sinon, sur le principe, je suis tout à fait d'accord. Parfois, sur les contrôles fiscaux de l'URSSAF, je suis entrepreneur aussi, je connais ça. C'est extrêmement désagréable. La seule chose, c'est que souvent, c'est aussi, c'est pas bien de le dire, mais souvent, c'est la réussite d'une entreprise fait qu'on regarde un peu plus ce qui se passe à l'intérieur. Ce qui n'est peut-être pas forcément d'ailleurs un bon point, je vous le dis, mais voilà. Mais très concrètement, à la rentrée, on le sait, il va y avoir l'acte 2 des réformes du marché du travail, de nouvelles ordonnances peut-être. Est-ce que vous plaidez pour que dans ces ordonnances, il y ait ce type de contrat-là qui puisse émerger, des flexi-jobs ? Contrat étudiant, par exemple. Je plaiderai toujours pour que ce soit plus simple. C'est-à-dire qu'il faut que très rapidement, vous l'avez dit, en quelques heures, j'ai besoin d'un serveur. En quelques minutes. En quelques minutes, j'ai besoin d'un serveur, il est 18h, il faut qu'il soit là à 20h. Je ne veux pas que... Est-ce qu'on peut faire ça en France ? C'est compatible avec notre modèle social ? Bien sûr, mais ça existe déjà, d'ailleurs, vous le dites. Mais il faut que ce soit massifié parce que, on a un étudiant qui a envie de bosser, qui a besoin de gagner de l'argent tout de suite, et on a une entreprise qui a besoin de travail, qui donne du travail. Et donc, même indirectement, ça fait rentrer de la TVA, ça fait rentrer du chiffre. Donc, c'est bon pour tout le monde. Donc, il faut faciliter ça. Moi, je suis toujours... Un point important pour moi, tout doit être simple. Vous savez ce que nous disent les entrepreneurs, ils ont raison. Dès qu'on commence à faire quelque chose, c'est des papiers, des papiers, des papiers. Donc moi, je regarde tout, mais je veux que ce soit simple. Vraiment, notre ligne directrice, c'est que ce soit simple, sinon c'est pas appliqué. On a créé plein de contrats qui étaient magnifiques à l'Assemblée nationale, on trouvait ça super, et sur le terrain, ça s'est pas déployé parce que c'était compliqué à mettre en place. Donc des choses simples. Moi, je regarderai toutes les solutions, mais il faut que ce soit simple. Merci.
Merci beaucoup Jean-Baptiste Achard, cofondateur de StaffMe, d'être passé nous voir ce soir dans la France au défi. On accueille notre troisième entrepreneur avant de marquer une pause ce soir dans la France au défi. Il s'agit de Stéphane Martinez. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Je vois que vous avez le même béret que notre nouveau ministre du Logement, Guillaume Kasbarian. Vous êtes le président fondateur de Moulineaux. Moulineaux, c'est une entreprise sociale et solidaire qui est spécialisée, qui est une référence dans la collecte des déchets alimentaires. Expliquez-nous très concrètement ce que vous faites en 2 minutes et en quoi ça changerait la face du pays, ou en tout cas de Paris, si on vous permettait de passer à l'échelle. Bonjour, on fait des choses très simples, Monsieur Maillard, chez Moulineaux. J'ai créé cette entreprise il y a une dizaine d'années. J'étais restaurateur. Je me suis rendu compte que mes restes alimentaires ils partaient dans la poubelle, qu'ils étaient incinérés, enfouis. Et dans l'histoire de la restauration, il y a des filières plus ou moins organisées à l'époque. Il y avait les seaux à cochons. Donc j'ai essayé de remettre un petit peu au goût du jour avec du 2.0, ce que faisaient nos anciens. Donc j'ai amené une méthodologie pour capter les gisements dans les restaurants. On met les bons outils aux bons endroits. L'objectif est de préparer cette matière, la massifier et ensuite la transférer vers nos partenaires agriculteurs qui, eux, font du biogaz et remettent cette matière-là dans les sols. En fait, au bout de 10 ans, on s'est créé une vraie filière. On a vu qu'on est capable d'accompagner en amont pour choper ces gisements-là chez les métiers de bouche, de massifier pour pré-traiter cette matière et ensuite de la porter au monde agricole. Et on est très content de faire le lien entre l'amont et l'aval. Et pour permettre à cette filière d'avancer, on a créé aussi un organisme de formation, puisque j'ai toujours pensé que c'était des nouveaux métiers. Chauffeurs-collecteurs de biodéchets, éco-animateurs, ceux qui vont vous sensibiliser pour écarter ce que vous ne mangez pas à la maison et le mettre dans le bon bac. Et aujourd'hui, on a, sur 10 ans, capté quasiment 80 000 tonnes de restes alimentaires. On a créé 150 emplois et on est en train de dupliquer ce modèle-là aussi bien sur Bordeaux, Angers que à Réau en Ile-de-France. On en a 2. Bon, donc tout va bien pour vous. Qu'est-ce que vous attendez de Sylvain Maillard ? Tout va bien pour moi. Je vous dire oui, parce que c'est une belle aventure, Moulineaux. Mais ce que je demanderais à Sylvain Maillard, c'est que les choses simples, aujourd'hui, tout le monde doit collecter ses restes alimentaires. La dynamique qui est mise par rapport à la loi qui a été appliquée, c'est quoi ? C'est du point d'apport volontaire. Pardon, je rappelle qu'il y a une loi en vigueur depuis le 1er janvier de cette année. Ouais. Oui, alors cette loi, elle a été passée en 2012, donc ça fait 10 ans. Oui, mais elle est appliquée depuis le 1er janvier. Elle est applicable la loi depuis le AGEC, loi anti-gaspillage pour une économie circulaire. Exactement. Donc une chose simple, je ne pense pas, et ça c'est à titre personnel, mais je ne suis pas le seul, que les points d'apport volontaires vont permettre de massifier cette matière-là. Par exemple, si on prend Paris, on a des objectifs à 2030 de sortir 25% d'ordures ménagères des incinérateurs. L'Île-de-France, il y a 300 000 tonnes en moins aujourd'hui. Donc le point d'apport volontaire est une très belle solution pour les volontaires, mais il y a énormément de particuliers qui ne sont pas volontaires. Et le fait de mettre des points d'apport volontaires, vous mettez à part toute une catégorie qui pour moi est très importante, ce sont les petits métiers de bouche, les petits restaurateurs, les petits boulangers, les petits primeurs qui, eux, n'ont pas de solution. Et on pense que dans l'urbain, la massification justement de ces acteurs-là doit permettre à pérenniser la collecte des particuliers. Alors pour faire simple, c'est assez clair le sujet en fait. On vote une loi, mais on ne s'est pas organisé pour l'appliquer. Bon, je ne vais pas défendre cette loi ancienne, mais très concrètement, moi je suis parisien, je vois aussi les difficultés dans les immeubles parisiens, par exemple d'avoir 2, 3, 4 bacs de collecte différents. Pour les entreposés, on a souvent des immeubles plus petits et on n'a pas forcément la place. Et ça, c'est une des vraies difficultés qu'il y a à Paris. Mais enfin, ça manque de volonté politique aussi, mais ça, c'est un autre sujet. Sur on rend ça... c'est vrai que pour le moment, l'idée, c'est de faire des points d'apport, vous l'avez parfaitement expliqué. Nous, l'idée, peut-être où on pourrait avancer, sur lequel on peut travailler, c'est comment on fait, pour rapprocher plus ces points de collecte, si on n'arrive pas à les mettre dans chaque immeuble, parce qu'il faut dire qu'il y a vraiment beaucoup d'immeubles dans lesquels ce n'est pas possible, à l'heure actuelle, de le rendre obligatoire, où ça demanderait des travaux extrêmement importants, et on a déjà beaucoup de travaux à financer avec la rénovation thermique, et donc compliqué à massifier ça. En tout cas, je vous le dis très clairement. On est très preneurs d'idées, peut-être avec un ramassage plus régulier pour des bacs de collecte plus petits, ce qui permettrait d'en mettre un peu plus, mieux répartis sur l'ensemble d'une ville. On parle de Paris, mais d'autres villes. Je pense qu'il y a des solutions très importantes. Parce qu'en fait, ce que vous faites, non seulement vous faites œuvre sociale, c'est extrêmement puissant parce que vous créez des nouveaux métiers, et puis vous transformez une matière qui n'avait plus de valeur en matière qui a de la valeur, et vous en faites quelque chose. Donc c'est quelque chose vraiment qui va dans le sens et de l'histoire et dans ce que nous voulons porter. Donc moi, la question sur laquelle je suis prêt à travailler avec vous, je n'ai pas de solution comme ça, mais comment on fait pour être au plus près du consommateur
producteurs de déchets pour pouvoir récupérer, tout en sachant qu'on a cette contrainte de place dans les villes. Ça, c'est pour nous une grande difficulté. Parce que votre système, il fonctionne que si vous arrivez à massifier. C'est-à-dire que si ça ne massifie pas, il n'y a pas de... enfin, vous me direz peut-être l'inverse, mais il n'y a pas d'économie possible. Stéphane Martinez. Notre système fonctionne, oui, nous on travaille avec des privés, mais quand on accompagne les collectivités, c'est là où on explique, à un moment donné, la massification, le porte-à-porte amènera plus de gisements à capter que le point d'apport volontaire. L'intégration des métiers de bouche et des restaurateurs, les organisations professionnelles, y compris le GHR, qui a mené une bataille depuis 8 ans pour montrer que la restauration est prête à trier, aujourd'hui, il n'y a pas de solution. Le point d'apport volontaire, tous les restaurateurs aujourd'hui sont hors la loi. Donc, comment amener leur une solution? Ils ont envie, montrons sur un territoire que le camion, quand il passe dans la rue, il prend le particulier, mais il prend aussi le petit restaurateur, le petit boulanger. Ça n'empêche pas d'avoir des points d'apport volontaires. Les objectifs, c'est massifier et sortir cette matière. Dans la transition, l'impact social et l'impact environnemental, cette matière, ça crée des emplois. D'une, ça amène de l'énergie verte. Ça permet aussi d'avoir un retour au sol de cette matière organique qui vont nous remettre des légumes. On est en train de tourner en rond, mais là, sur tout ce qui est mis en place, je pense que dans les 10 prochaines années, on ne va pas bouger beaucoup. S'il n'y a pas un dynamisme de la part des politiques qui comprennent la massification... Ça, c'est votre ressort, Sylvain Maillard, à la fois élu de Paris et... Très concrètement, ça, c'est le ressort de l'élu local. C'est les politiques locales et il y a chaque ville a compétence pour décider de son organisation. Ça fait partie des points très clairement sur lesquels on doit avancer. J'invite, il y aura des élections en 2026. Les maires qui n'ont pas. De Paris aussi. Non, mais je vais être jusqu'au bout. Il y a des élections en 2026. Ah, vous êtes candidat en 2026, c'est ça que vous annoncez ? 2026, partout en France. Il y a des élections partout en France. Regardez, chaque citoyen, regardez ce que proposent sur ce cas très précis vos différents candidats. Et moi, je vous dis un truc, il faut absolument aller démarcher les uns les autres candidats en disant vous devez proposer une solution concrète pour mettre en place dès 2026. Mais en attendant, vous, le député, justement, en attendant 2026, qu'est-ce que vous pouvez faire pour que ça très concrètement, fasse plus et mieux ? Très concrètement, à Paris, il faut mettre la pression sur la maire de Paris pour trouver des solutions très déployables. Je le redis, il faut que ce soit des petits bacs plus proches, avec une collecte probablement régulière, peut-être même journalière, pour faire en sorte que on puisse massifier. Mais je ne mésestime pas la difficulté de le mettre dans chaque immeuble. Bon. Je vous lance l'invitation pour venir voir comment est-ce qu'on transforme ces restes alimentaires en matières premières secondaires à Stein, et je suis à votre disposition. Avec grand plaisir. Bon, en tout cas, c'est une solution qu'on a envie de voir avancer, absolument. Merci Stéphane Martinez d'avoir été avec nous, président fondateur de Moulineau. Merci Sylvain Maillard, c'est déjà l'heure de la pub, une petite pause. Et on se retrouve juste après pour la suite de la France au défi. À tout de suite. La France au défi sur BFM Business. BFM Business présente La France au défi. Thomas Asportas. De retour dans La France au défi, la nouvelle émission d'intérêt général de BFM Business. On est encore ensemble 30 minutes pour faire travailler ensemble les entrepreneurs et les politiques pour faire avancer le pays. Ce soir, c'est Sylvain Maillard qui est avec nous. Rebonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. On s'y remet, on se retrousse les manches. On y va. On y va. Allez, on accueille notre 4e entrepreneur ce soir, c'est Maxence Petit. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous dans La France au défi. Vous êtes le cofondateur de Cosima. Vous faites du co-living, de la coloc en gros, de seniors. Expliquez-nous en 2 mots en quoi ça consiste et en quoi ça pourrait faire du bien au pays si vous étiez une entreprise avec beaucoup de succès. Bonsoir. Donc Cosima, c'est une société qui a 4 ans et qui est née d'une expérience personnelle. J'ai vu une grand-mère en EHPAD. Tout ne m'a pas plu. J'ai voulu créer une nouvelle voie pour des personnes qui ne peuvent plus rester chez elles et qui ont besoin d'un accompagnement permanent ou quasi permanent. C'est une société qui développe des lieux de vie dans des immeubles d'habitation tout à fait classiques, avec l'idée de permettre aux seniors de continuer à vivre le plus normalement possible, mais avec un accompagnement mutualisé entre 8 habitants d'un grand appartement, 24 heures sur 24, par des auxiliaires de vie
qui sont chargés de les accompagner dans l'ensemble des actes de la vie quotidienne. On a par ailleurs une coordinatrice de la vie partagée qui s'assure de l'harmonie du lieu, de créer de l'animation, de réunir les conditions pour que les personnes continuent à être dans l'action, ne pas les infantiliser, puisque c'est l'un des travers qu'on peut connaître dans les établissements. On se développe un peu partout en France avec l'idée d'apporter une solution très concrète dans le cadre du vieillissement de la population. Je me permets de rappeler qu'on a une bombe démographique qui nous arrive en pleine figure, pour laquelle on n'est pas du tout prêt. En 2030, on aura 1,5 million de personnes dépendantes en France. Les plus de 65 ans seront plus importants que les moins de 20 ans. Ça veut dire que la société française va évoluer de façon extrêmement significative. Il y a 600 000 places en EHPAD aujourd'hui, et il n'y a pas a priori de perspective à ce que ce nombre augmente significativement. Donc il va falloir trouver et développer des solutions pour répondre à ce besoin d'accompagnement de la dépendance. L'habitat inclusif ou habitat partagé, ce que nous développons avec bien d'autres acteurs qui se sont lancés à peu près en même temps que nous depuis 4-5 ans, connaît un véritable développement, une vraie impulsion depuis la loi Elan qui a inscrit cette notion d'habitat inclusif dans la loi. C'est une très bonne chose puisque ça nous permet effectivement de développer massivement et on est un petit collectif qu'on a appelé collectif 130 000 puisqu'on pense pouvoir, d'ici 2030, proposer 130 000 places dans ce type de nouveaux lieux de vie. D'accord. Notre gros frein aujourd'hui, c'est que j'ai donc un métier qui consiste à recruter des auxiliaires de vie pour les mettre à la disposition de ses habitants. Cette activité est réglementée, elle est soumise à une autorisation qui émane du département, du conseil départemental. Et j'ai malheureusement une réponse très régulière de la part de ces départements qui considèrent qu'il y a déjà trop d'acteurs du service à domicile, qu'un certain nombre de ces acteurs vivotent, et donc il ne s'agit pas d'en créer des nouveaux. Et donc nous devrions faire appel à ces sociétés existantes pour fournir cet accompagnement que nous proposons. La grande question, c'est comment est-ce que moi je peux être garant de la qualité d'un service que je ne fournis pas moi-même ? Comment est-ce que cette solution de l'habitat inclusif va généralement pouvoir se massifier dans les prochaines années si on a ce frein systématique qui consiste à nous refuser ces autorisations avec, j'ai la faiblesse de penser, alors ça ne nous est pas dit de façon très directe, j'ai la faiblesse de penser que si j'étais une association, j'obtiendrais ces autorisations bien plus facilement. Il y a une forme de dogme autour, et particulièrement renforcée avec Orpea et toutes les histoires dont on a entendu parler, qui consiste à penser que le lucratif n'aurait pas grand-chose à faire avec les personnes fragiles, particulièrement les personnes âgées. C'est évidemment un frein extrêmement important pour lequel je souhaitais vous alerter et savoir comment est-ce qu'on fait pour répondre à ces enjeux. Comment est-ce qu'on fait ? Sylvain Maillard, on a compris votre problème à vous, c'est trouver des auxiliaires de vie. Alors, ce n'est pas les trouver, c'est d'avoir le droit de les recruter et de les opérer moi-même. Bon, l'entrepreneur que vous êtes, que sont beaucoup d'entre eux, beaucoup de personnes sur ce plateau, ils savent très bien la difficulté d'ouvrir un compte client. En fait, en gros, la grosse difficulté, c'est d'être... on a tous ça, on a tous connu ça, la grande difficulté. Je vois juste 2 points et peut-être deux réponses. Un, ils servent à quoi les départements ? Pour le coup, moi, ce n'est pas ma responsabilité, mais c'est les départements. Ils servent aussi à contrôler le travail qui est fait. Évidemment, plus il y a d'acteurs, plus le contrôle est compliqué. Et vous l'avez dit, dans le passé récent, on s'est aperçu à quel point il n'y avait pas suffisamment de contrôle et que des choses inacceptables ont été faites, entre autres dans l'accompagnement de nos personnes âgées en grande dépendance. Donc il y a aussi ce frein-là que j'entends, que je peux entendre des départements dire moi, je n'ai pas suffisamment de moyens de contrôle pour pouvoir prendre de nouveaux acteurs. Ce n'est pas satisfaisant, mais j'entends cette difficulté là-dessus. Nous, ce qu'on va porter, alors là, qui est plus de notre côté, la Première ministre, Elisabeth Borne, au moment où elle était en responsabilité, s'était engagée dessus sur une loi grand âge, parce qu'il faut qu'on trouve un financement, comment on organise, vous l'avez dit, le futur, où on va avoir beaucoup... c'est depuis 7 ans qu'on attend la loi, hein. Oui, mais vous savez, la grande difficulté, c'est le financement. Donc il faut qu'on trouve le financement. Comment on organise un financement de la grande dépendance. Je ne dis pas que c'est simple, hein. D'ailleurs, si c'était simple, on l'aurait fait tout de suite. C'est que c'est compliqué à faire, à organiser, mais en tout cas, ce qu'on s'est donné comme objectif cette année, donc d'ici l'été, de pouvoir travailler sur un mode de financement. Si on trouve un mode de financement pour tous, qu'on puisse
derrière, je pense que ce sera plus simple de réorganiser et de faire rentrer plus d'acteurs. Parce qu'à l'heure actuelle, qu'est-ce qu'on fait ? On essaye de garder les acteurs qui sont déjà en place, vous l'avez dit, souvent associatifs, et de faire en sorte que ça fonctionne. On veut changer d'échelle. On veut faire en sorte que les 10, 15, 20 prochaines années, on ait les moyens de financer cette grande dépendance. Et donc, si on change d'échelle, évidemment, il faut qu'on change les comportements et d'aller chercher tous les acteurs, toutes les personnes qui vont nous accompagner, entre autres votre société. Mais est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui qu'une alternative comme Cosima peut rentrer dans le cadre réglementaire sur lequel vous allez bosser à partir de cet été ? Bien sûr. Est-ce que ça peut être une solution ? Mais elle est déjà. Elle est déjà. Oui et non, puisque vous dites les départements bloquent. Non, le problème est qu'il y a une pensée au sein des pouvoirs publics qui limite l'intervention des acteurs privés, parce qu'avec tout ce qu'on vient de connaître dans les derniers mois, il y a une crainte bien sûr. Que ces acteurs privés s'emparent d'un sujet qui concerne des personnes fragiles. Moi, je vous invite à ce que nous puissions échanger avec un certain nombre d'autres acteurs, privés ou associatifs, pour que l'information revienne du terrain. On est, avec un mauvais français, mais des doueurs. C'est nous qui faisons aujourd'hui et qui apportons des solutions très concrètes. Il faut nous écouter. Aujourd'hui, quand on parle de ces sujets-là, on nous renvoie vers les filières, vers des syndicats. Nous, on n'est pas syndiqués. On est là pour travailler, pour apporter des solutions concrètes. On n'a pas toujours l'impression d'être entendus. Et ce dont on a besoin, c'est d'avoir un plan d'action concerté entre les pouvoirs publics et les acteurs, qu'ils soient privés ou associatifs, pour qu'on trouve ensemble les solutions pour les développer. En sachant que, et j'entends très bien la crainte du budget, de la problématique budgétaire, depuis 2017, on nous annonce une loi grand âge, effectivement, qui n'arrive pas parce qu'on n'en a pas les moyens. Sauf que le développement de l'habitat inclusif ne fait pas appel à des subventions, à des deniers publics. Ce n'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est réellement de nous permettre de libérer en fait, des forces vives, particulièrement dans un métier en très forte tension. C'est bon pour vous, ça? C'est une solution qui coûte zéro pour le public? Non, ça ne coûte pas zéro, parce qu'évidemment, les auxiliaires... Alors, derrière, il y a des allocations, gratuit, c'est sûr, mais qu'elles soient versées lorsque les personnes sont à domicile traditionnel, en EHPAD ou en habitat inclusif, c'est la même charge. Et on a plutôt tendance à penser qu'en l'occurrence, on coûte moins cher à tous les niveaux que la gestion des EHPAD aujourd'hui. Donc, a priori, et je pense qu'on pourrait aussi justement se mettre en action pour mener une étude économique, socio-économique, pour démontrer justement que l'habitat inclusif apporte une solution très concrète et qu'elle ne coûtera pas plus cher, voire peut-être moins cher, et surtout qu'elle répondra aux besoins en volume. On a besoin d'apporter des solutions concrètes, mais en grand nombre. 600 000 places en EHPAD aujourd'hui, 1,5 million de personnes dépendantes. On nous bassine en nous expliquant qu'on va amorcer un virage domiciliaire. J'ai toujours pas compris, ça fait 15 ans que je suis dans la silver economy, je n'ai toujours pas compris ce que ça veut dire. Pourquoi on parle d'un virage? C'est ce que font déjà les gens, ils s'accrochent à leur domicile le plus tard possible parce qu'ils n'ont pas envie d'aller dans les solutions qu'on leur propose. Vous, par Cosima, vous pourriez accueillir combien de personnes si tout roule pour vous? Si tout roule pour nous, on espère d'ici 5 ans avoir une centaine d'appartements, donc ça représente un peu plus, un peu plus que ça, 1 millier de personnes, et on est un certain nombre d'acteurs. Donc il y a Cosima, il y a des gens comme chez Jeannette, Domani, AGV. On a bien compris la fenêtre de tir, en tout cas, c'est le projet de loi cet été, et voir si l'habitat inclusif peut rentrer dedans. Et puis après, dans les politiques départementales, il y a politique. Donc évidemment, sur certains départements, l'entreprise, en fonction de la couleur politique, les entreprises sont moins bien accueillies que d'autres. C'est vrai. Mais il y a la libre administration des collectivités, c'est les limites du député que je suis là-dessus. Mais évidemment, les entreprises ont toute leur place, il faut continuer à se battre. Et puis surtout, nous, il faut qu'on trouve les moyens de financer, ça c'est notre travail. La loi grand âge qui, je crois, accélérera pour les entreprises qui travaillent dans la cyberéconomie. Merci. Chaleureusement invité dans nos Vous êtes invité partout, Sylvain Maillard. Vous êtes invité et voir ce qu'on fait. J'ai un agenda qui va être bien rempli dans les semaines qui viennent, avec grand plaisir. Vous avez du temps libre, ça tombe bien. Merci Maxence Petit, cofondateur de Cosima, d'avoir été avec nous ce soir dans la France au défi. On accueille déjà notre dernier entrepreneur ce soir. Il s'agit de Jean-Luc Schnobelen. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Merci d'être avec nous dans la France au défi. Vous êtes le président fondateur d'EDIS. Vous êtes un groupe d'ingénierie et de gestion d'infrastructures. Vous avez beaucoup de choses à dire ce soir à Sylvain Maillard, en 2 minutes. Ça va être rapide. Oui. On n'a pas vraiment de demande et de revendication. Ah, vous êtes trompé d'émission alors? On s'est trompé d'émission. On a une revendication. Un entrepreneur, par définition, c'est quelqu'un qui aime les gens et qui aime les hommes.
Et on aime aussi être aimé. Donc ma première demande, ça serait qu'on nous fasse une déclaration d'amour. Donc politique, qu'elles comprennent que quelque part, un entrepreneur n'est pas motivé par l'argent, avant tout. Il est motivé et sa responsabilité, c'est de faire vivre un certain nombre de personnes, de leur amener de quoi vivre correctement et je dirais de trouver une sorte de pérennité. Alors maintenant, votre entreprise? Mon entreprise, elle est simple. On fait de l'ingénierie, ouais. Donc de l'ingénierie de la construction. Et je dirais, deuxièmement, on gère des infrastructures publiques, donc des délégations de services publics, aéroports, ports, lieux culturels, où on essaie de développer à partir d'une activité qui existe, la pérenniser et surtout la développer, parce qu'on est un pays qui a plein d'opportunités. Donc on voit des aéroports. Aujourd'hui, les aéroports sont assez décriés, mais on ne tient pas compte suffisamment que peut-être demain, on va arriver à avoir des avions décarbonisés, des avions électriques. On nous explique que quelque part, dès qu'on est à 2h30 de Paris, en train, il ne faut plus avoir d'avion. Mais quand vous déplacez de Bordeaux à Brest... Ça, c'est un exemple de tout ce que vous faites. Mais, enfin, arrêtez-moi si je me trompe, votre entreprise, elle va très bien. Ouais. Qu'est-ce que le député Sylvain Maillard peut faire pour vous et pour faire avancer le pays, justement? Pour nous et pour les infrastructures. Ouais. Vous avez bien vu dans l'histoire actuelle, c'est qu'on ne construit plus d'infrastructures, que c'est très long, que les process sont très longs. Or, on manque d'hôpitaux, d'intérêt général, de collèges, toutes les constructions. Aujourd'hui, la durée de construction d'un hôpital, entre le moment où on le décide et le moment où il est réalisé, c'est entre 18 et 20 ans. Aujourd'hui, l'hôpital de Nantes en est un exemple. Il est complètement refait. 20 ans entre le moment où on a décidé et où on va le livrer. Ouais. En 20 ans, je dirais, les besoins ne sont plus les mêmes. Bien sûr. Les besoins ne sont plus les mêmes, que ce soit, je dirais, en technique, en évolution de la technique. Donc on est rattrapé, un bâtiment est rattrapé par l'évolution technique. Les infrastructures sont rattrapées par l'évolution technique. Mais donc très simplement, vous demandez à l'administration d'aller aussi vite que les entreprises, c'est ça? Parce que là maintenant, on doit donner la parole à Sylvain. On est arrivé à faire, par exemple, sur la Notre-Dame, on est arrivé à trouver des solutions pour faire en sorte de sacraliser la process de reconstruction. Et je demande juste, et je pense que c'est un moyen de relancer l'économie et de répondre à beaucoup de demandes, c'est d'arriver sur des bâtiments, des infrastructures d'intérêt public, à aller très très vite, à trouver peut-être un moyen différent de dévolution des marchés pour que quelque part on rattrape le temps perdu. Et qu'on ne soit pas, si vous voulez remettre à jour un hôpital, ça vaut une fortune. Remettre à jour, je dirais, quelle que soit l'infrastructure au bout de 18 ans, elle est obsolète, donc vous recommencez à mettre des travaux. Donc c'est une économie importante qu'on peut faire et surtout répondre à des besoins rapidement. Sylvain Maillard, est-ce qu'on peut faire aussi vite dans les écoles et les hôpitaux qu'on a fait à Notre-Dame? Il y a deux choses qui ont transformé la vision politique et de l'administration. Ça a été le Covid, ça c'est un des points positifs qui a fait montrer qu'on pouvait accélérer de façon extrêmement puissante et rapidement dans les process. Et puis les Jeux Olympiques qui ont montré on passe une loi spécifique et on réduit de moitié l'ensemble des délais. Donc nous, ce principe qu'on a mis en application à Notre-Dame, qu'on met en application aussi sur tout ce qu'on appelle Industrie 2030, les grandes gigafactories de batteries qui sont en train de se construire, sont sur des systèmes beaucoup plus rapides de construction que l'ensemble, le reste du pays. C'est ce qu'on va faire partout. On est en train de regarder secteur par secteur comment on fait pour compresser les délais de recours, les différents rapports qui doivent s'enchaîner les uns après les autres et se dire qu'il doit y avoir un délai maximum où tout doit s'enclencher dès le début. On travaille dessus. J'espère pouvoir vous apporter des réponses extrêmement concrètes dès cette année. Pour nous, c'est un gisement et d'emploi, de création de valeur, d'économie extrêmement puissant. Il y a des contraintes, évidemment. Quand on a créé des délais, c'est qu'il y avait toujours une raison. Donc il faut qu'on puisse trouver le bon équilibre entre le recours qui doit toujours exister des habitants, des citoyens, mais qui soit encadré, parce qu'on a beaucoup de recours abusifs, ou qui fasse perdre du temps et qui fasse abandonner des grands projets. Vous parlez des grands projets, mais enfin, moi j'entends beaucoup des petits projets. On a la crise agricole dans laquelle nous sommes.
a montré que beaucoup d'agriculteurs ont abandonné des projets parce qu'il y avait une succession de recours et des recours souvent abusifs. Donc on est en train de regarder ce qu'on doit faire et on fera des propositions courant de l'année 2024. Je rappelle qu'il y a un mur, qui est la loi ZAN aussi. Donc il y a urgence. Zéro artificialisation nette. Je vais vous dire très clairement sur zéro artificialisation nette, qui est un très beau nom, mais qui n'est pas tout à fait la réalité. Puisqu'en fait, on diminue de moitié les zones sur lesquelles on peut construire. Mais on a beaucoup d'autres zones qu'on doit pouvoir récupérer en sortie de beaucoup de villes. On a des endroits abandonnés, d'anciennes surfaces commerciales. Comment on les transforme dans de la construction moderne. Donc il y a aussi beaucoup de choses à inventer. Mais je le redis, on doit continuer à préserver et construire de façon écologique parce que c'est notre intérêt à tous. Et en même temps, être beaucoup plus rapide sur nos délais. Voilà, pour être sûr d'avoir bien compris, c'est législateur là-dessus. On aura des propositions dès 2024. Voilà, pour être sûr d'avoir bien compris, ce que vous dites au patron d'Enedis ce soir, c'est que ce qu'on a fait pour Notre-Dame, pour les logements dans les JO et pour les Gigafactories, potentiellement, demain, on va le faire pour tous les projets d'intérêt généraux. C'est ce que nous voulons faire. Il faut regarder, pas que d'intérêt généraux. Il faut que quand un maire veut construire un bâtiment sur sa commune, s'il a 5 ans de recours, une fois sur deux, il va abandonner. Il abandonne. Et donc, ce qu'on veut faire, c'est faire que ce soit beaucoup plus simple. On a un oui ou un non définitif, beaucoup plus rapidement. Ça motive le projet, ça coûte moins cher, et puis ça va redynamiser tout le secteur, entre autres, du bâtiment. Bon, Jean-Luc Schnoblen. Alors, juste en conclusion, précision, il n'y a pas de syndicat et pas de grève d'entrepreneurs. C'est plutôt engageant ce qu'on vous dit là. Oui, bien sûr. Au contraire. C'est ironique ou non? Ah, au contraire. Au contraire. Je veux dire qu'on est bien, si on ne fait pas de grève, c'est que quelque part on est motivé pour faire avancer les choses. Et tout à l'heure, je disais que quelque part, il faut l'entendre aussi. Nous, on se bat tous les jours, tous les chefs d'entreprise, c'est pas simple, vous le savez. Donc c'est bien de faire peut-être vous répondre. Alors, vous avez dit tout à l'heure, on a besoin de preuves d'amour. Voilà, moi je suis d'abord heureux de pouvoir échanger avec vous, vous dire que moi je continue mon activité professionnelle, ça me semble essentiel. Je suis un entrepreneur comme vous, je consacre une journée par semaine à continuer parce que c'est essentiel. Et ne croyez pas que nous sommes très éloignés, mais c'est toujours des sphères entre l'entrepreneuriat et le politique. C'est vrai que c'est des sphères qui ne se comprennent pas forcément toujours. Parce que l'intérêt général, parfois, est contraire à des intérêts des uns et des autres. Et c'est bien pour ça qu'on lance la France au défi sur BFM Business. Merci beaucoup, Jean-Luc Schnoblen, d'avoir été avec nous ce soir. Les entrepreneurs en ont fini, mais on accueille à nouveau, effectivement, Léonidas Kalogeropoulos pour faire le débrief. C'était pour vous dire que vous avez fini de bosser, mais presque. Parce qu'on a le débrief de Léonidas, évidemment. Et merci infiniment, mais le fait est que les questions essentielles ont été posées, Sylvain Maillard. D'abord, lorsque l'on a une solution, mais qu'on est entrepreneur, et qu'on s'entend dire « Désolé, vous seriez une association peut-être, mais en tant qu'entrepreneur, non ». Je vous ai amené ceci. Qu'est-ce que le tiers-État ? Seyès le disait déjà, c'était en janvier 1789, quelques mois après un événement important. Il disait « C'est pas possible de dire aux entrepreneurs votre place s'arrête ici, on ne veut plus vous voir au-delà de cette limite ». Non, est-ce qu'il n'y a pas moyen, Sylvain Maillard, de proclamer qu'une coopération, une collaboration, une autorisation ne peut pas être refusée à une entreprise au seul motif qu'elle serait une entreprise, que faire cela dans une collectivité locale ou dans un ministère, c'est nier la liberté d'entreprendre qui est une liberté protégée par notre Constitution. Vous le savez, pour les secteurs de la santé, de l'éducation, du social, de la sécurité, systématiquement, le fait d'être une entreprise, et souvent le détail, vous êtes à but lucratif, eh bien, on refuse des solutions qui sont de bonnes solutions. Est-ce qu'il n'y a pas moyen, une bonne fois pour toutes, de proclamer une résolution peut-être, de proclamer qu'on ne peut pas écarter une entreprise parce que c'est une entreprise? Je le redis très clairement, il n'y a aucune raison qu'une entreprise soit écartée d'un marché public parce qu'elle est entreprise. Si c'est le cas, et j'ai entendu des cas très précis sur ce plateau, si c'est le cas... Par dizaines, par centaines, par milliers. Si c'est le cas, Léonidas, je vais vous répondre de façon très concrète. C'est des cas qu'il faut absolument remonter. Il est inacceptable, je le redis, inacceptable que ce soit ainsi. Il y a une libre concurrence entre les associations, si c'est associations, les entreprises privées, et ensuite le décideur, à travers public, à travers la commande publique, décide ce qu'il y a de mieux pour les citoyens. Donc il n'y a pas de choix à faire. Le choix, c'est le service rendu et le coût.
Ça, c'est important et c'est un acquis de ce soir. Ensuite, il y a une vérité dans notre pays, c'est qu'il y a 300 à 400 000 nouveaux entrepreneurs tous les ans. C'est une nouvelle liberté, c'est une nouvelle citoyenneté. Et Jean-Luc, je venais de le signaler un peu avec ses tripes. C'est un amour de notre pays, la volonté de prendre en main un sujet et de le résoudre. On ne peut pas ne pas laisser une place suffisante dans notre organisation démocratique à tous ces citoyens qui veulent être actifs et utiles à leur pays. Comment est-ce que l'on fait pour que le monde politique connaisse mieux tout ce que les entrepreneurs peuvent amener? Est-ce qu'il n'y a pas là une réflexion commune que nous devrions avoir pour fluidifier cette connaissance que les représentants de l'intérêt général peuvent avoir des solutions d'entrepreneurs aux besoins d'intérêt général? Bon, moi, je préside le groupe Renaissance, le groupe principal à l'Assemblée nationale. Mes députés qui sont partout sur les territoires, ils sont là. Ne pas hésiter à aller taper à leur porte et leur dire voilà, j'ai un blocage, j'ai besoin d'organiser. Tout à l'heure, on parlait sur la collecte de déchets et aussi hors antenne, en disant je crois que c'est important que si le député peut organiser, mettre tout le monde autour parce que son autorité, parce que sa connaissance permet de mettre tout le monde autour de la table et qui facilite la discussion entre les pouvoirs publics et les différents intervenants, c'est son rôle. Ne pas hésiter à aller voir son député et dire aidez-moi, mettez tout le monde autour de la table et puis après on voit si on arrive à trouver un accord. Ça, je pense qu'il faut utiliser un peu plus probablement les députés là-dessus. Donc moi, il y a un engagement que je peux peut-être prendre devant vous. Ce sera le mot de la fin. C'est que si vous allez taper à la porte des députés Renaissance, ils vous reçoivent et ils essaient d'organiser ça autour. Parce qu'il y a une chose qui est importante. S'il arrive à fluidifier, si on arrive à fluidifier les relations des uns et des autres, on crée de l'emploi, on crée de la valeur. Nous, notre objectif, c'est d'être au plein emploi. Et donc, on va pouvoir accompagner la transition, et cette transition écologique, cette transition démographique. On a besoin de fluidifier le tout. Donc, les députés sont à la disposition pour pouvoir mettre tout le monde autour de la table. Ce n'est pas eux qui décident. C'est pas eux qui décident quel sera le choix, mais ils peuvent faciliter. Ils peuvent faciliter. Bon. Et il y a une armée d'entrepreneurs ici. Absolument. Et en tout cas, le message est passé. Votre groupe se tient à leur disposition pour... Enfin, la porte est ouverte. Voilà, ce sera le mot de la fin. Ce soir de la France au défi, la porte est ouverte de vos députés et de nos députés. Merci infiniment d'avoir participé à l'émission. Merci Léonidas Kalogeropoulos et vos entrepreneurs pour la République. Merci beaucoup Sylvain Maillard d'avoir participé ce soir à l'émission. Et merci à vous tous et toutes, les entrepreneurs, d'avoir participé ce soir à la France au défi. On compte sur vous. C'est pas parce que l'émission s'arrête que vous devez arrêter de bosser ensemble. Le plus gros et le plus dur commence une fois que l'émission est terminée. Et nous, on se retrouve, bien sûr, très vite dans une nouvelle émission de la France au défi sur BFM Business. Très bonne soirée. La France au défi sur BFM Business.